Voilà, chers élèves, donc à la suite de la première présentation que vous avez suivie et qui avait porté sur l'intégration régionale, logique d'intégration et type d'intégration, mais également sur l'intégration dans l'espace nord-américain, nous allons aujourd'hui vous présenter aussi une autre expérience qui concerne l'espace européen. Il s'agit de la construction européenne. Et les points sur lesquels on va s'arrêter, ce sont d'abord les étapes avec les élargissements et les renforcements. Ce sont aussi les réalisations et les perspectives. Donc voilà, le premier point va porter sur les étapes de la construction européenne. Élargissement et renforcement. Voilà, chers élèves, nous allons parler d'abord de l'élargissement. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur cette carte. Alors, une carte avec plusieurs couleurs et comme vous le voyez, chaque couleur est reprise sur une cartouche avec une année. C'est cette année-là qui correspond à l'année d'adhésion du pays ou bien des pays en question. La première année, c'est 1957. Et les pays, n'est-ce pas, qui sont concernés, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne et c'est les 3 pays du Benelux, à savoir le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. 1957 correspond à la signature du traité de Rome, le 25 mars, qui a donné naissance à la communauté économique européenne, mais même aussi à la communauté européenne de l'énergie atomique. Alors, au fur et à mesure, nous aurons des élargissements qui vont se faire. En 1973, vous avez le Royaume-Uni, vous avez l'Irlande, vous avez le Danemark. Donc, on passe de l'Europe des 6 à l'Europe des 9. Au cours des années 80, nous avons 2 élargissements qui vont concerner des pays de l'Europe méditerranéenne. D'abord, en 1981, c'est la Grèce qui intègre la communauté européenne. Et en 1986, ce sera au tour du Portugal et de l'Espagne. Donc, on va passer en 1986 à 12 pays. Alors, nous aurons un autre élargissement en 1995, cette fois-ci qui va concerner 2 pays de l'Europe scandinave, à savoir la Suède et la Finlande, et un pays de l'Europe centrale, à savoir l'Autriche. Donc, le nombre de pays de la communauté européenne va passer à 15. Alors, chers élèves, à partir de là, nous aurons, n'est-ce pas, une pause de presque une décennie avant que l'élargissement ne continue. Et cet élargissement, cette fois-ci, va concerner 2 îles dans la Méditerranée, à savoir Malte et Chypre, et 8 pays qui appartiennent à ce qu'on appelle les PECO. Et PECO, vous pouvez traduire pays ex-communistes ou pays de l'Europe centrale et orientale. Ces pays avaient fini de faire leur transition vers le libéralisme parce qu'ils appartenaient à la sphère communiste du monde de la guerre froide. Donc, il s'agit des 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Donc, si vous comptez, n'est-ce pas, nous avons 8 PECO plus Malte et Chypre, ça donne 10 pays qui sont venus le 1er mai 2004. Alors, ces pays ont respecté ce qu'on appelle les critères d'adhésion et ils ont intégré l'Union européenne. Alors, nous avons 2 autres qui vont venir encore en 2007, comme vous le constatez, la Roumanie et la Bulgarie. Alors, le dernier élargissement va survenir en 2013 et il va concerner donc la Croatie. Alors, à partir de là, on a un nombre de 28 pays membres de la communauté européenne. Seulement, comme vous l'avez suivi, il y a la sortie du Royaume-Uni, une sortie qui est devenue définitive depuis, n'est-ce pas, donc le 31 janvier 2020. Donc voilà, mais il faut dire que pour l'Union européenne, tous les pays européens ont vocation à devenir membres de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle on ne peut occulter les candidatures qui sont aujourd'hui acceptées. C'est la candidature du Monténégro, acceptée depuis 2012. C'est la candidature aussi de la Serbie, acceptée depuis 2014.
Voilà donc les différentes phases de l'élargissement. Vous voyez que tout a commencé, comme vous l'avez vu sur la carte, avec le traité de Rome du 25 mars 1957. Mais aux origines de tout cela, il faut dire, il y a eu la déclaration Schuman du 9 mai 1950, mais il y a eu également le traité de Paris du 18 avril 1951 qui avait déjà institué la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc voilà les étapes, les différentes phases d'élargissement, si on peut dire, de la communauté européenne. Voilà, donc à la suite de ce premier point qui a traité de l'élargissement, nous allons parler d'approfondissement. Parce que c'est élargissement et approfondissement qui permettent de fixer les étapes de la construction européenne. Alors pour l'approfondissement, nous allons nous appuyer sur ce texte-là de Maurice Durocher, La mondialisation de l'économie, ellipse, décembre 2004. Alors qu'est-ce qu'il nous relate ce texte? La notion d'Europe intégrée est apparue et s'est développée entre 6 États, France, RFA, Italie, les 3 États du Benelux. Son organisation repose sur un système de communautés. La communauté européenne du charbon et de l'acier, véritable marché commun du charbon, du minerai de fer et de l'acier. En 1956, les négociations entre les 6 reprennent et aboutissent à 2 traités signés à Rome le 25 mars 1957, créant la CEE ou marché commun et la CEEA ou Euratom. Le marché commun implique la disparition des barrières douanières entre les 6 et l'adoption d'un tarif extérieur commun. Outre les marchandises, le grand marché commun doit concerner également les capitaux, les services et les hommes. Une volonté de relance et d'approfondissement s'est manifestée d'une manière constante. Les principales étapes sont l'acte unique européen qui décide d'un grand marché intérieur où s'exerceront pleinement les libertés de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, ainsi que l'extension de la compétence à la recherche, au développement technologique, à la politique sociale et à la politique régionale. Le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993. Cette date est celle de la naissance de l'Union européenne, avec un cadre institutionnel et l'établissement d'un calendrier contraignant pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Pour l'exploitation de ce texte, comment l'élève doit-il procéder? Alors, à partir de ce texte, vous allez essayer, chers élèves, de caractériser les renforcements progressifs. Alors, qu'est-ce que vous avez relevé? Le premier acte donc, qui a été évoqué ici, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, donc ancêtre, si on peut dire, de l'Union européenne aujourd'hui. Cette CECA-là, qui a concerné les 6 pays que nous avons cités dans le cadre du traité de Rome en 1957. Mais regardez de quoi il s'agissait. C'était un marché commun seulement. Mais dans quel domaine? Du charbon, du minerai de fer et de l'acier. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on aura des renforcements des relations. Qu'est-ce que nous avons à la suite? On a 2 traités qui ont été signés le 25 mars 1957, qui ont créé la Communauté économique européenne, ou marché commun, et la CEEA, ou Euratom. Alors, le marché commun, c'est quoi même? On nous dit que ce marché commun implique la disparition des barrières douanières entre les 6 et l'adoption d'un tarif extérieur commun. Mais ça ne concerne plus, comme c'était le cas dans le cadre de la CECA, le charbon et l'acier seulement. Ici, nous avons toutes les marchandises. Nous avons aussi ce grand marché commun qui concerne les capitaux, les services et les hommes. Une volonté aussi de relance et d'approfondissement va se manifester au fur et à mesure. Nous avons donc d'autres étapes. Alors, qu'est-ce que vous avez relevé aussi? C'est l'acte unique européen qui a été, n'est-ce pas, signé en 1986. L'acte unique, n'est-ce pas, va décider d'un grand marché intérieur. C'est-à-dire que toutes les restrictions qui étaient observées, malgré la mise en place d'un marché commun, vont être levées dans le cadre de l'acte unique européen. Donc, nous avons les libertés qui vont s'exercer pleinement. Liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Et regardez bien, on nous parle aussi de l'extension de la compétence à la recherche, au développement technologique, à la politique sociale et à la politique régionale.
Alors, l'acte unique européen, en fait, a été cette balise qui va mener vers le traité de Maastricht, qui a été signé en février 1992 et qui est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Donc, naissance de l'Union européenne, une union économique. Et quand on parle d'union économique, nous avons un renforcement beaucoup plus important des relations entre les pays. Non seulement les domaines d'intégration sont devenus beaucoup plus nombreux, mais également nous avons de plus en plus une évolution vers ce qu'on appelle beaucoup plus de supranationalité. Les pays de plus en plus vont renoncer à une bonne partie de leur souveraineté au profit d'une institution communautaire. Donc voilà, ici, si vous regardez bien, nous avons un renforcement progressif qui a donné naissance à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Union européenne, une union économique qui est la forme d'intégration la plus achevée sur le plan économique actuellement. Après l'exploitation de ces documents, qu'est-ce que l'élève doit-il retenir? Alors, chers élèves, après avoir exploité ces deux documents, vous êtes édifiés maintenant par rapport à ces deux aspects, élargissement et renforcement. Et ce que nous allons, n'est-ce pas, consigner, ce sont ces traces-là. L'ouest de l'Europe fut le théâtre d'une expérience dont l'idée fut lancée le 9 mai 1950 par Robert Schuman. La déclaration Schuman proposait de, entre guillemets, placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à d'autres pays. Il va être concrétisé par la création de la CECA avec le traité de Paris du 18 avril 1951, réunissant la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Alors, ce sont ces 6 pays qui furent les fondateurs du marché commun de la CEE avec le traité de Rome du 25 mars 1957. Alors, en un demi-siècle, 7 élargissements se sont produits, vous les avez identifiés dans le premier point, portant les membres de 6 à 28 avant le Brexit finalisé depuis le 30 janvier 2020. L'approfondissement maintenant se traduit par un progrès vers plus d'intégration, par une évolution vers plus de supranationalité, avec notamment l'acte unique européen en 1986, le traité de Maastricht entré en vigueur en 1993 avec l'Union européenne. Les États acceptent de déléguer aux autorités communautaires des parts de plus en plus importantes de leur souveraineté. Voilà, donc après avoir parlé des étapes de la construction européenne, nous allons parler des réalisations. Et pour cela, chers élèves, arrêtons-nous sur ce document. Donc, les réalisations de la communauté européenne, un texte de Maurice Durocher, La mondialisation de l'économie, ellipse décembre 2004. Qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Il existe dorénavant un cadre institutionnel unique, Conseil européen, Conseil des ministres, Commission, Parlement, à l'Union. De nombreuses politiques communes ont été adoptées. Leur réalisation jalonne toute l'histoire de la construction européenne. Le commerce, dès la création de la CEE, avec la fixation du tarif extérieur commun. L'agriculture, avec la PAC, politique agricole commune, 1962, repose sur 3 principes essentiels: unicité du marché, la préférence communautaire, la solidarité financière. La région, dans le domaine régional, la politique de cohésion vise à équilibrer le développement des différentes régions. Industrie, la politique industrielle commune se limite surtout à des efforts communs dans le secteur de la recherche et de la technologie avec l'adoption de grands programmes sectoriels communautaires. La monnaie, création d'une monnaie unique, l'euro, mise en circulation le 1er janvier 2002. Elle implique de la part des États non seulement un abandon de souveraineté dans le domaine monétaire, illustré par la création de la BCE, la Banque centrale européenne, mais également un respect de certaines contraintes budgétaires, pacte de stabilité et de croissance, et une certaine coordination des politiques économiques. La Convention de Schengen entraîne la disparition des contrôles des personnes aux frontières intracommunautaires, mais établit un renforcement de la surveillance aux frontières
extra-communautaires. Alors, à partir de ce texte-là, vous allez identifier et caractériser les réalisations européennes. Quelle est la démarche qui sera utilisée par l'élève pour exploiter ce document? Alors, pour la démarche, vous allez lire et au fur et à mesure de la lecture, vous allez relever les différents domaines d'intégration. Et en même temps, pour chaque domaine d'intégration, vous allez essayer d'en relever les caractéristiques. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez relevé dans un premier temps? On nous parle d'un cadre institutionnel unique. Le cadre institutionnel ici correspond à quoi? Aux institutions de fonctionnement de l'Union européenne. Ce sont les organes de fonctionnement. Et ils sont ici énumérés. Vous avez le Conseil européen. C'est donc, on peut dire, l'organe suprême qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement. Le rôle de ce Conseil européen, c'est de donner la vision, de donner le cap. Vous avez ensuite le Conseil des ministres. C'est le lieu de prise de décision. Et aujourd'hui, ce Conseil des ministres a un pouvoir de codécision avec le Parlement. Vous avez la Commission européenne qui est chargée de mettre en application les décisions qui sont prises. Vous avez le Parlement, élu au suffrage universel, qui avait seulement un rôle consultatif, mais qui aujourd'hui a un pouvoir de codécision avec le Conseil des ministres. Maintenant, au-delà de ce cadre institutionnel, vous avez les domaines d'intégration. Qu'est-ce que vous avez relevé? D'abord l'agriculture. Et ici, on nous parle de quoi? De la politique agricole commune, la PAC. Donc, c'est, vous savez, le premier poste budgétaire de l'Union européenne, la politique agricole commune. Elle a joué un rôle très important dans la modernisation de l'agriculture européenne, avec l'instauration de prix communautaires, la préférence communautaire, mais même la libre circulation aussi des produits agricoles réglementés. La PAC aussi, mais dans le cadre de la modernisation de l'agriculture, a beaucoup soutenu les agriculteurs avec des subventions. Qu'est-ce que vous avez relevé aussi? La région. Nous avons en Europe, vous savez, une politique régionale dont l'objectif est d'harmoniser tous les espaces. Cette politique régionale, elle consiste à soutenir tous les espaces où le niveau économique est inférieur à 75% de la moyenne communautaire. L'objectif, c'est de faire de l'Europe un espace homogène sur le plan économique. Industrie aussi. Là, vous savez, si vous revenez un peu en arrière, nous avons parlé de la CEEA, la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ce qui veut dire que l'intégration dans ce domaine est très ancienne. Alors, c'était en 1957 et aujourd'hui, la coopération continue toujours dans le domaine de la haute technologie. Ce que nous pouvons citer comme exemple, c'est l'aéronautique avec Airbus, c'est aussi Ariane Espace avec, dans le domaine plutôt de l'aérospatial, mais c'est aussi le projet Galileo dans le domaine des télécommunications. Et surtout, vous avez la monnaie, une création d'une monnaie unique avec l'euro, mise en circulation en 2002. Mais le projet de l'euro, vous savez, a commencé avec la création de la BCE depuis 1998, la Banque centrale européenne. Alors là aussi, chers élèves, vous dire qu'aujourd'hui, vous le savez, l'euro compte la zone euro, 19 pays. Mais en 1999, 12 pays étaient partants. Alors ces 12-là, nous pouvons très rapidement les connaître. Je ne vais pas vous les citer. Mais vous savez, en 1999, on avait combien de pays dans l'Union européenne? On avait 15 pays. Alors parmi ces 15, 3 n'étaient pas partants. Je vais vous citer les 3 et par déduction, vous allez identifier les autres. Donc c'était tous les pays de l'Union européenne. En 1999, exception faite de la Suède, du Royaume-Uni et de Danemark. Alors, les 12 maintenant qui étaient partants devaient respecter ce qu'on a appelé des critères de convergence. Vous savez, quand vous devez fondre votre monnaie avec d'autres pays, il y a un minimum de règles communes que tout le monde devait respecter. Alors, ces critères, quels sont-ils? Une monnaie nationale stable pour tous les pays,
une faible inflation, un taux d'intérêt bas. Mais en plus de ces trois, je vais citer avec beaucoup d'insistance les deux autres. C'est le déficit budgétaire qui devait être inférieur à 3% du PIB. C'est également la dette publique intérieure qui doit être inférieure à 60% du PIB. Si j'insiste sur ces deux points, c'est qu'aujourd'hui, ils constituent ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Alors, donc, la dernière réalisation concerne la Convention de Schengen. Alors, cette Convention de Schengen a commencé d'abord par l'accord de Schengen, qui a été signé en 1985 entre 5 pays, l'Allemagne, la France et les 3 pays du Benelux, signé dans un village qui forme d'ailleurs un tripoint, un village de contact entre le Benelux, la France et l'Allemagne. Donc, c'est le village de Schengen. Et l'objectif, c'était pour ces 3 pays, donc d'alléger le travail de la police des frontières en limitant les contrôles aux frontières extérieures de l'ensemble de cette zone. Alors, depuis le traité d'Amsterdam d'octobre 1997, l'accord de Schengen a été intégré aux autres traités de l'Union européenne et est devenu la Convention de Schengen, regroupant 22 pays de l'Union européenne plus 4 autres pays. Il s'agit de la Suisse, du Liechtenstein, de l'Islande et de la Norvège. Maintenant, en dehors de ces 4, vous avez 22 qui sont dans l'Union européenne. Ces 22 aussi, nous allons faire le même exercice. Je ne vais pas les citer. Nous connaissons tous les pays de l'Union européenne. Ils sont au nombre de 27 aujourd'hui avec le Brexit. Donc, tous les pays de l'Union européenne sont dans la Convention de Schengen, sauf les 5 que je vais vous citer. Il s'agit de l'Irlande, de la Roumanie, de la Bulgarie, de Chypre et de la Croatie. Donc, cette Convention de Schengen aujourd'hui a mis en place un dispositif de circulation avec même une politique commune pour ce qui concerne les visas, l'immigration et les politiques d'asile. En résumé, qu'est-ce que l'élève doit retenir sur les réalisations? Alors, au terme, n'est-ce pas, de l'exploitation de ce document, nous pouvons retenir ces points-là. Donc, les dispositions communautaires favorisent des interactions qu'on peut relever dans divers aspects de la vie européenne. D'abord, le cadre institutionnel avec les organes de fonctionnement, la politique agricole commune qu'on appelle aussi l'Europe verte qui assure la libre circulation des produits, l'instauration de prix communautaires et des subventions aux agriculteurs. Sur le plan industriel, la coopération se réalise dans le domaine de la haute technologie. Sur le plan financier, le processus de l'UEM a commencé avec la création de la BCE en juin 1998 et la circulation des espèces en 2002. Les 19 pays membres sont tenus de respecter le pacte de stabilité. Pour une meilleure circulation, l'accord de Schengen a été signé en 1985 entre l'Allemagne, la France et le Benelux. Il est incorporé aux autres traités de l'UE par le traité d'Amsterdam d'octobre 1997. Ainsi, aujourd'hui, il s'agit de la Convention de Schengen, regroupant 26 pays membres, dont 22 de l'Union européenne. Face aux disparités socio-économiques, une aide est accordée à toutes les localités où le revenu moyen est inférieur à 75% de la moyenne communautaire. Le troisième point sur lequel on va s'arrêter, qui porte sur les défis et les perspectives. Là aussi, vous avez un document en appoint, document dont le titre est « L'Union européenne dans la tourmente ». Un document tiré de Images économiques du monde 2017. L'auteur est Laurent Carouet. Alors, il convient sans doute de comprendre que les peuples ne veulent pas plus d'intégration politique et institutionnelle, mais une réorientation économique et sociale. La sortie de crise du Brexit britannique est d'autant plus problématique que la zone euro qui demeure en réelle difficulté. Dans ces conditions, les difficultés économiques et sociales alimentent un climat tendu, avec parfois la montée de mouvements sociaux et syndicaux revendicatifs ou contestataires dans certains pays de l'Union. Par rapport à la crise migratoire d'une ampleur historique inédite,
l'UE est en difficulté pour définir une réponse efficace et crédible. Quelle est la démarche que l'élève va utiliser pour exploiter ce document? Alors, à la suite de la lecture de ce texte, vous allez, en lisant au fur et à mesure, mais souligner les secteurs à problème de cette intégration européenne. Regardez le texte. Qu'est-ce que vous avez souligné? D'abord, vous voyez, on nous dit que les peuples ne veulent pas plus d'intégration politique et institutionnelle. On parle de la sortie du Brexit britannique. La zone euro en difficulté réelle. La montée de mouvements sociaux et syndicaux revendicatifs. La crise migratoire d'une ampleur historique inédite. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tous ces éléments que vous avez relevés? Les peuples européens ne veulent pas d'intégration politique et institutionnelle. Et l'exemple ici qu'on peut donner, c'est l'échec du projet d'élaboration d'une constitution européenne en 2004. Nous avons aussi la sortie du Brexit britannique, qui a été, n'est-ce pas, une chose jusqu'alors, mais impensable. Vous avez la zone euro qui demeure en réelle difficulté. Et ceci, c'était depuis 2010. Une crise qui a mis dans une situation de récession beaucoup de pays de la zone euro. Nous avions même l'Union européenne qui a été obligée de faire appel au FMI avec la mise en place d'un fonds européen de stabilité financière. Alors aujourd'hui, l'Union européenne dispose de son propre mécanisme de résorption des crises. C'est le mécanisme européen de stabilité. Alors qu'est-ce que nous avons aussi? La montée de mouvements sociaux et syndicaux revendicatifs. Et ce problème-là peut être lié même aux contraintes économiques que l'Union européenne connaît. Vous savez, la zone euro, quand elle a été en crise et que ces pays-là avaient sollicité une aide, nous avons une aide certes qui est venue parce qu'il fallait éviter la faillite collective de la zone euro. Mais c'était une aide conditionnée avec l'obligation pour ces pays de mener une politique de rigueur et une politique d'austérité pour, n'est-ce pas, retrouver les équilibres. Alors cette politique de rigueur et d'austérité mais impacte très fortement sur les populations parce qu'il s'agit de réduire les dépenses et d'augmenter les recettes, notamment par le biais des impôts, ce qui va déboucher sur des mouvements sociaux, des mouvements sociaux et syndicaux revendicatifs très importants. Également, comme autre problème que vous avez soulevé, c'est la crise migratoire d'une ampleur historique inédite. Cette crise-là, vous savez, a pris une très grande ampleur mais à partir de 2013 vers 2015. Elle a donné lieu à un afflux très important de migrants en provenance de la Syrie. Alors ce problème-là a poussé beaucoup de pays à remettre les frontières qui étaient abolies. La Convention de Schengen en a reçu un sacré coup. Et cela témoigne aussi d'une crise que l'Union européenne est en train de vivre. En résumé, qu'est-ce que l'élève doit retenir? Alors, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que nous avons la construction européenne qui est interpellée aujourd'hui par de multiples défis qui mettent en mal les différents domaines d'intégration. Dans la zone euro, le non-respect du pacte de stabilité avait débouché sur une crise aiguë dans plusieurs pays. Aujourd'hui, l'UE a mis en place un mécanisme de gestion des crises avec le mécanisme européen de stabilité, doté de 500 milliards d'euros. Les flux importants de migrants en provenance de l'Afrique et du Moyen-Orient poussent des pays à une remise en cause de certaines dispositions de la Convention de Schengen sur la libre circulation. Par ailleurs, les populations européennes manifestent de plus en plus une désaffection par rapport au projet européen. Ceci se traduit par la montée du nationalisme entretenu par des partis populistes qui mettent en avant les intérêts du peuple dont la souveraineté serait confisquée, notamment par des institutions supranationales. Voilà. Donc, après avoir parlé de tous ces problèmes, vous savez, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne est davantage interpellée par des défis. Les perspectives, on peut dire, sont en berne, en raison, n'est-ce pas, donc, du fait que les problèmes assaillent très fortement aujourd'hui l'Union européenne et assombrissent un peu son avenir. Alors d'ailleurs, cette crise que nous sommes en train de vivre a fait montre également de quelques failles de cette construction européenne. Donc nous avons par exemple la politique sanitaire européenne qui a manifesté beaucoup de failles. Nous avons même les solutions envisagées
pour régler cette crise économique qui découle de cette crise, n'est-ce pas, sanitaire, nous avons, n'est-ce pas, des différences de point de vue. La France qui parle, n'est-ce pas, avec d'autres pays de la mise en place de ce qu'on a appelé les Corona bons, avec l'appel de fonds extérieurs, nous avons cette France qui se heurte à une position radicale de l'Allemagne qui estime que les problèmes européens doivent être réglés à partir du budget même de l'Union européenne. Donc tout cela montre que pour les perspectives, les aboutissants ne sont pas encore très clairs. Et voilà, c'est sur ces points-là que je voudrais m'arrêter tout en vous souhaitant, n'est-ce pas, de tirer le maximum possible de ce que nous avons présenté. Je vous remercie. Voilà donc à la suite de la leçon que nous avons faite sur l'intégration régionale, avec en exemple les cas dans l'espace nord-américain et dans l'espace européen, je vais vous proposer un exercice de commentaire sur l'Union européenne. Et le thème ici, c'est l'Union européenne à la croisée des chemins. Alors pour ça, nous avons 3 documents. Le premier, donc, c'est un fond de carte de l'Union européenne. Donc vous avez sur ce fond de carte tous les pays membres de l'Union européenne. Comme deuxième document, vous avez un tableau statistique portant indicateurs socio-économiques de quelques pays de l'Union européenne. Vous n'avez pas tous les pays. Alors vous avez l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la République tchèque et la Slovaquie. Alors pour chaque pays, vous avez le PIB par habitant en dollars, vous avez le taux de croissance du PIB en 2016, vous avez aussi le taux de chômage en pourcentage. Alors la source, c'est Image économique du monde 2018 et l'année stratégique 2018. Vous avez un troisième document, un texte, l'Union européenne dans la tourmente. Donc un texte qui est tiré de Image économique du monde 2017, page 204-206. Quelles que soient les solutions adoptées dans les mois qui viennent à Londres ou à Bruxelles, le choix des Britanniques de se retirer de l'Union européenne ouvre une période historique inédite, car il exprime une grave crise existentielle, politique et institutionnelle, pouvant déboucher sur un effet domino menaçant l'UE de possibles dislocations. Face au grand bond fédéraliste et transnational désiré par une toute petite élite souhaitant l'avènement des États-Unis d'Europe ou un modèle de relance à l'ancienne qui prônerait toujours plus d'intégration autour d'un éventuel noyau dur constitué des 6 membres fondateurs ou de la zone euro, il convient sans doute de comprendre que les peuples ne veulent pas plus d'intégration politique et institutionnelle, mais une réorientation économique et sociale. La sortie de crise du Brexit britannique est d'autant plus problématique que la zone euro qui demeure en réelle difficulté. Dans ces conditions, les difficultés économiques et sociales alimentent un climat tendu, avec parfois la montée de mouvements sociaux et syndicaux revendicatifs ou contestataires dans certains pays de l'Union. Par rapport à la crise migratoire d'une ampleur historique inédite, l'UE est en difficulté pour définir une réponse efficace et crédible. Voilà, donc après lecture de ces 3 documents, vous avez ici les consignes. Donc d'abord, à partir du document 2, localise sur le fond de carte, document 1, les 3 groupes de pays correspondant respectivement à l'Europe méditerranéenne, à l'Europe occidentale et à l'Europe orientale. Détermine dans un tableau leur date d'adhésion à l'Union européenne. Deuxième question, à partir du document 2, représente par un graphique pertinent le PIB par habitant et le taux de chômage des différents pays. Interprète le graphique en analysant les disparités entre les différentes régions géographiques. La troisième question, à partir du document 3, identifie 3 problèmes qui sont à la base du malaise européen et en analyse un au choix. Alors, ces 3 consignes sont indépendantes. Vous pouvez commencer par n'importe laquelle.